Vous êtes sur RTL. En France, une étrange affaire qui est peut-être un drame. Depuis le réveillon de Noël, une famille, les parents et 2 enfants, a disparu près de Cognac. Les policiers n'ont toujours trouvé aucune piste. Bonsoir, c'est une affaire unique dans l'histoire criminelle française. La disparition de toute une famille dans la soirée du 24 décembre 1972. Jacques Méchineau, sa femme Pierrette et leurs 2 jeunes enfants évaporés dans leur voiture sur une route de Charente. Plus personne ne va jamais les revoir. D'ordinaire, des traces sont retrouvées dans ce genre d'affaires. C'est le cas pour Xavier Dupont de Ligonnès qui, avant de s'évanouir dans la nature, a laissé derrière lui les cadavres de son épouse et de ses enfants. Le cas encore pour le docteur Godard, dont la mère a rejeté des indices. Mais ici, dans l'histoire de la famille Méchineau, rien, absolument rien. C'est cette affaire que nous évoquons ce soir dans l'heure du crime, à la demande d'un auditeur. Presque 50 ans après la disparition de cette famille, hante toujours la mémoire d'une région et l'enquête n'a jamais été véritablement refermée. Des recherches périodiquement relancées, des pistes étudiées, celle d'un différend sentimental a même été rouverte tout récemment, en juillet dernier, des fouilles entreprises, un ex-amant entendu. C'est dire si la justice aimerait pouvoir clore une bonne fois pour toutes ce dossier, une énigme criminelle parfaite. Nous allons voir avec nos invités s'il reste encore une chance de faire la lumière sur la plus spectaculaire des disparitions. L'affaire Méchineau, une famille qui disparaît, 50 ans de mystère. L'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. 20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Méchineau. Une famille comme les autres qui n'a jamais attiré l'attention et qui pourtant en quelques minutes, cette nuit de Noël 1972, va brutalement disparaître du paysage. Ce 24 décembre 1972, la famille Méchineau, Jacques, le père, 31 ans, Pierrette, son épouse, 29 ans, et leurs 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, passent la soirée du réveillon chez un couple d'amis, les Fontanillas, rue des Bruns, à Cognac, en Charente. Ils se connaissent bien. Les pères de famille travaillent tous 2 à l'usine d'emballage Saint-Gobain de Château-Bernard. Le dîner se déroule sans le moindre problème. L'ambiance est festive, sympathique et détendue. Les Fontanillas affirmeront qu'aucune dispute n'a éclaté ce soir-là au sein du couple Méchineau. À la réflexion, c'est tout juste. S'ils ont noté que Jacques Méchineau était plus tendu que d'habitude, un peu plus nerveux, et surtout qu'il faisait traîner la soirée alors qu'il savait pertinemment que son collègue faisait les 3-8 et allait embaucher à 4 heures du matin. Un peu avant 2 heures, les Méchineau prennent congé des Fontanillas. Tout le monde s'embrasse. Jacques sort le premier de la maison et se dirige vers sa voiture, une Simca 1100 de couleur grenat. Il démarre le moteur et appelle le reste de la famille. Pierrette prend place côté passager. Les 2 enfants grimpent à l'arrière, pressés d'aller découvrir leur cadeau. Le trajet va être court. Il n'y a qu'un peu plus de 3 km entre Cognac et le village de Boutier-Saint-Trojan, là où habitent les Méchineau. 5 minutes de route à tout casser. La Simca 1100 démarre. La région de Cognac est ce soir-là plongée dans un épais brouillard et la route qui longe la Charente est glissante, parfois givrée. Le véhicule disparaît dans la nuit. Plus personne ne va revoir la famille Méchineau. Le 25 décembre, jour de Noël, il est prévu que les Méchineau déjeunent avec une partie de la famille. Mais Jean-Paul, le frère de Jacques, et son épouse France ne vont jamais les voir arriver. Pas de téléphone portable à l'époque. Aucune nouvelle de la famille. Les Fontanillas confirment qu'ils ont bien passé la soirée ensemble et que tout allait bien. À Boutier, au numéro 14 de la route de Saint-Trojan, la maison au volet vert des Méchineau demeure close. Aucune voiture n'est stationnée devant. Quand la porte est enfin ouverte, les gendarmes découvrent une maison vide où rien ne semble avoir bougé depuis la veille de Noël. Aucun désordre, aucun détail troublant qui puisse attirer l'attention. Dans la petite salle de séjour, les cadeaux des petits Éric et Bruno sont au pied du sapin.
aucun d'eux n'a été ouvert. Le réfrigérateur est plein. Il y a à l'intérieur le menu complet de Noël. La dinde, les huîtres, la bûche, rien n'a été touché. Sur la table, il y a même bien en évidence le carnet de chèques de la famille. Bonsoir Daniel Bozek. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste à Sud-Ouest et vous avez suivi, non pas à l'époque, mais en tout cas très récemment, les derniers rebondissements de cette très étrange affaire. Je dis très étrange affaire et très étrange disparition, Daniel Bozek. On semble parti là vraiment sur le scénario presque parfait d'un accident, c'est ça ? Ils ont terminé leur réveillon, ils sont censés prendre la route du village, vous l'avez dit, 3-4 kilomètres, 5 minutes de route. Certes, le brouillard est épais, la route longe en partie la Charente, d'ailleurs elle emprunte le pont pour rejoindre Boutier, mais l'histoire s'arrête là, effectivement. Est-ce que c'est une route difficile, délicate, en hiver, partant de brouillard, etc., avec du gel? Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents? On peut supposer qu'il y a des gens qui puissent glisser dans le fleuve qui est tout proche. Non, pas particulièrement difficile. Moi, j'ai pas eu vent d'accidents récents sur cette route qui existe toujours. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les premières recherches qui sont entreprises, elles le sont par des plongeurs. Oui, c'est ça. La question qui se pose, c'est est-ce que la voiture a quitté la route pour finir dans le lit de la Charente? Bien sûr. D'importants moyens sont déployés. Le lit de la Charente est sondé, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a des étangs du Cognacet qui le sont aussi. Un hélicoptère est mobilisé assez vite dès les premières semaines de janvier. Voilà, on va voir évidemment, on va développer tout ça dans un chapitre suivant, toutes ces recherches qui vont être très imposantes et très spectaculaires dans la région. Encore un petit mot, Daniel Bozek, il n'y a pas de témoins, à part la fameuse famille Fontanillas qui les voit partir. Ensuite, plus personne ne les voit, les Méchinots. Aucun témoin. Aucune trace de pneus, pas de lettres, rien. Alors, on va évidemment revenir plus longuement sur le profil des disparus, là où se cache peut-être la clé de cette disparition. Bonsoir Robert Richard. Bonsoir. Vous êtes l'ancien maire de Boutier. Je précise tout de suite qu'on n'a aucun lien de parenté. On porte tous deux un nom qui est assez banal. Monsieur Robert Richard, vous avez donc été le maire de Boutier-Saint-Trojan jusqu'en 2014. Ouais. Je disais qu'on allait revenir très précisément sur ce qu'est cette famille. En quelques mots, Robert Richard, qui sont les Méchinots? C'est une famille presque banale, je disais, dans le récit. Oui, c'était des locataires. Ils venaient d'arriver, il n'y avait pas très longtemps qu'ils étaient arrivés à Boutier-Saint-Trojan. Ils avaient loué une petite maison, donc la maison que vous avez évoquée au 14 route de Saint-Trojan. Et lui travaillait chez Saint-Gobain, elle était maman à la maison. Les enfants étaient scolarisés. À l'époque, mon épouse, qui était institutrice à l'école de Boutier, avait d'ailleurs un des enfants dans le petit Bruno, était dans sa classe. Et une vie tout à fait normale. Lui faisait effectivement les 3-8. Il était mécanicien. Il bricolait aussi, mais comme fait tout un chacun qui a un métier manuel. Et en tout cas, il n'attirait pas l'attention, c'est ça que je veux dire. Absolument pas. Tout à fait un couple, vraiment sans histoire et tout à fait, j'allais dire, entre guillemets, banal. C'est ça. Et puis vous l'avez dit, Jacques Méchinot, il travaille à l'usine locale qui emploie beaucoup de monde dans la région, chez Saint-Gobain, à l'époque. Dans cette usine, il est considéré comme un ouvrier sérieux. Il fait les 3-8, vous l'avez dit, c'est un gros travailleur. Et c'est pas vraiment le genre de personne à s'absenter de son travail. Non, visiblement. Il y a pas eu d'écho en quoi que ce soit. D'un comportement qui pourrait être qualifié d'anormal ou de marginal de la part de Méchinots et de la famille dans ce cas-là. Et je vous repose, Monsieur Richard, la question que je posais à Daniel Bozek. Au tout début de l'enquête, tout début de la disparition, ce qui apparaît le plus évident, c'est sans doute l'accident. C'est ça, un accident de la circulation. C'est ce qui peut apparaître le plus évident, sachant quand même que l'enquête ne démarre concrètement qu'au bout de quelques jours. Oui, c'est ça. Puisque,
on peut aller acheter des allumettes et ne pas rentrer dans les médias. Bien sans sûr. que pour ça, et toute la gendarmerie de France et de Navarre à vos trousses. Oui, donc, et qui plus est, ce sont 2 adultes qui sont aux commandes, si je puis dire. Donc les recherches sont pas lancées comme ça, hein? Absolument. Et donc j'entendais le journaliste qui évoquait les fouilles dans le lit de la Charente. Alors bon, la Charente, c'est pas le Saint-Laurent non plus ici. Oui, c'est pas. Bon, hein, on ne peut pas y perdre un véhicule de manière aussi facile. Et quand des plongeurs y vont, ils finissent par trouver un objet. Donc il n'y avait pas de trace d'accident qui ait pu se produire sur le trajet. Personne ne comprend cette soudaine disparition. Une famille entière, qui plus est, dans un véhicule désormais signalé, mais qui reste invisible. Les recherches vont donc commencer dans ce coin de Charente. L'affaire Méchineau, comment une famille entière a pu disparaître? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, la disparition de la famille Méchineau à la Noël 72 en Charente. Après une semaine d'attente et d'angoisse pour les proches, une première série de recherches de grande ampleur est déclenchée. La piste de l'accident est privilégiée, même s'il connaissait parfaitement la route. Jacques Méchineau a pu s'assoupir ou faire une embardée sur la chaussée givrée. À cet endroit-là, la voiture aurait ainsi plongé dans la Charente. Personne pour venir à l'aide à ce moment-là aux malheureux qui ont dû se noyer. Depuis plusieurs heures, un hélicoptère de la protection civile de Bordeaux survole à basse altitude le fleuve, en scrute le lit entre les localités de Saint-Brice et de Croing, afin d'apercevoir le toit de la voiture couleur grenat. Les recherches ne donnent rien. Dans les 3 jours qui suivent, les gendarmes de Cognac et ceux de Saint-Jean d'Angély draguent et sondent le fleuve à divers endroits. Les plongeurs plongent et replongent, mais ces hommes, coordonnés par l'adjudant-chef Bossé, remontent bredouille. Une équipe de pompiers est envoyée dans le secteur des Sablières et des carrières de Saint-Même, un labyrinthe minéral où l'on peut facilement se cacher ou disparaître, mais aucun écho ici de la famille Méchineau. Les hypothèses vont bon train. Dès l'annonce de la disparition, un radiesthésiste s'est emparé de l'histoire. Avec son pendule, il a tout de suite affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un suicide. Le père, déprimé, aurait ainsi précipité volontairement sa voiture dans la Charente. Thèse pas si farfelue, car même si le véhicule demeure invisible, il a pu être traîné en aval par le courant puissant. Tout le monde a ici en mémoire une voiture immergée en face des quais Saint-Jacques à Cognac, avec un squelette à bord et qui était là depuis 3 ans. Les rumeurs les plus diverses se mettent à courir, celles d'un meurtre, d'un enlèvement ou d'un départ volontaire pour aller refaire sa vie. Jacques Méchineau aurait parfois évoqué son désir d'aller s'installer en Australie. À l'automne, il avait fait un stage de perfectionnement d'électromécanicien dans une usine de Chalon-sur-Saône et aurait émis le vœu de s'installer dans cette ville. La personnalité du père de famille interroge car il passe pour quelqu'un de très discret, voire de taciturne. Il est originaire, comme son épouse Pierrette, de la région de Cognac, des enfants du pays. À 16 ans, il a quitté la maison de ses parents pour aller vivre sa vie. Jacques Méchineau ne fréquente pas les cafés, il ne boit pas, ne fume pas, ne va pas à la pêche ni à la chasse, et bien sûr totalement inconnu des services de police ou de gendarmerie. Seul entorse à cette vie lisse et métronomique, la réparation, en dehors de ses heures de travail, de voitures et de motos pour des amis qui le rémunèrent au noir, en espèces. Mais tout à fait improbable que cette activité de simple bricolage puisse avoir un lien avec cette disparition. Robert Richard, vous êtes en ligne toujours avec nous ce soir dans l'heure du crime. Ancien maire de Boutier, vous connaissez parfaitement et sur le bout des doigts cette région qui est votre région. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Robert Richard, ces endroits où ont lieu les fouilles, ce coin de Charente? Est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est vaste? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que les cachettes sont nombreuses? Mais il peut effectivement y en avoir. Et vous évoquiez les carrières de Saint-Même. C'est vrai que c'est un site plutôt impressionnant. Imaginez les carrières de gypse de la région parisienne transposées ici. C'est du même, c'est en gros des mêmes surfaces, quoi. C'est-à-dire il s'agit d'un véritable labyrinthe avec des puits,
où était extrait de la pierre à cette époque. On peut imaginer que une voiture puisse aller s'y cacher, par exemple, hein, qu'on puisse finalement y disparaître même. On peut très bien l'imaginer. Quelqu'un qui connaît bien le site, qui a bien appréhendé le site, peut effectivement tout à fait s'y rendre en voiture, y compris à l'intérieur de ses carrières, et la voiture peut disparaître dans une infractuosité, voire même un puits, et puis ne plus jamais être retrouvée. Ça peut faire partie des possibilités. Alors, sachant que la gendarmerie, enfin les autorités, ont mené de vastes campagnes de fouilles dans ce site. Oui, en parce plus, que il y a également le site des carrières de Saint-Sulpice, qui sont au nord de Cognac. Où là aussi, enfin alors même si c'est moins impressionnant que celle de Saint-Même, on peut aussi être tenté d'y faire disparaître quelqu'un. Alors c'est autant de caches possibles. Hein. Robert Richard, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit la Charente, c'est pas le Saint-Laurent, on est d'accord. C'est vrai, mais je confirme, oui. Mais tout de même, et notamment en hiver, je suppose que c'est un fleuve qui était quand même assez puissant, qui peut emporter une voiture. C'est vrai, peut emporter une voiture, mais bon, je dirais que ça manque de fond. Hein, la profondeur de la Charente n'est pas extrême, même si ça peut comporter ici ou là des fosses. Peut y avoir un véhicule, mais in fine, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, on finit par retrouver. Vous évoquiez à juste titre devant les quais la voiture qui a été retrouvée avec le squelette. Bon, effectivement, il y avait plusieurs années que cette voiture était là, mais elle a fini par être retrouvée. C'est ça. Bon, à mon avis, la perspective de la Charente n'est pas, de mon point de vue, celle qui pourrait tenir. Vous pensez que la vérité est sans doute au-delà des frontières de votre beau département, c'est ça, hein? Ça peut être possible que ce soit au-delà du Cognacé. Oui, donc on va de toute façon en reparler et y revenir. Daniel Bozek, je reviens vers vous. Vous êtes en ligne également. Vous êtes journaliste à Sud-Ouest et vous connaissez bien cette affaire. Au moment de la disparition, et Monsieur le maire le disait il y a un instant, il va y avoir plusieurs jours d'attente avant que les recherches soient déclenchées. Là, on peut dire que pour des premières recherches, la gendarmerie, les autorités prennent l'affaire très au sérieux parce que ce sont des recherches importantes, même pour l'époque. Un hélicoptère, vous le disiez. La disparition n'est signalée que le 6 janvier. Il se passe quand même une dizaine de jours avant que les gendarmes soient mis au fait de cette disparition, et il faut croire qu'ils prennent les choses au sérieux puisqu'ils mobilisent non seulement des plongeurs, des sapeurs-pompiers plongeurs, mais aussi un hélicoptère qui survole la Charente et les alentours, notamment tout ce qui est, encore une fois, trous d'eau et autres cavités. Oui. Est-ce qu'on sait, Daniel, pourquoi ces recherches démarrent une semaine simplement après la disparition? Parce que simplement on pense qu'ils vont revenir, c'est ça? Oui, je crois que il faut pas s'interroger davantage sur le délai. Ce sont les proches qui signalent la disparition. Ils ont laissé passer sans doute quelques jours de vacances. Peut-être qu'ils s'étaient laissé dire que la famille avait pris le large et ne les voyant définitivement pas revenir, ils ont fini par alerter les gendarmes, ouais. Oui, bien sûr. Et alors je disais dans le récit que effectivement Jacques Méchineau et son épouse, ce sont des enfants du pays. On peut dire que Jacques Méchineau, dans l'hypothèse où il aurait voulu se cacher, il connaît parfaitement ce coin. Hein, lui, il n'y a pas de secret pour lui. Je crois que Monsieur Richard connaît les habitudes de la famille et de Monsieur Jacques Méchineau bien plus que moi, mais s'il avait voulu, vous dites, se cacher ou pire, faire disparaître sa famille, je pense qu'effectivement il a l'embarras du choix, oui, dans un coin comme le Cognacé. Robert Richard, oui. Ancien maire de Boutier, un petit mot encore sur le compte bancaire de la famille Méchineau quand ils vont disparaître. Il y aura aucun mouvement sur ce compte bancaire? Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Non, puis je crois que il faut également préciser que de toute évidence, cette disparition devait être préméditée. Ce n'est sûrement pas sur un simple coup de colère que la famille Méchineau, que Jacques Méchineau vraisemblablement, a décidé de disparaître et de faire disparaître sa famille. Une préméditation.
Eh bien pourquoi pas ? Car derrière ce décor parfait d'une famille unie se cache effectivement une fracture. La vie du couple était menacée par une affaire extra-conjugale qui aurait miné le père de famille au point peut-être de lui faire commettre l'irréparable. L'affaire Méchineau est si un secret de famille expliquait la disparition de toute une famille. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure du crime, la disparition de la famille Méchineau en Charente, la nuit de Noël 1972. Les enquêteurs cherchent à savoir comment un père, une mère et leurs 2 enfants ont pu se volatiliser. L'explication est peut-être dans la vie privée du couple Méchineau. Les semaines et les mois s'écoulent sans qu'aucune trace des Méchineau ne soit découverte. Pas de témoignages, pas d'indices, le silence total. Mais l'enquête menée sur la famille fait apparaître que le couple ne s'entendait peut-être pas si bien que cela. Jacques Méchineau et Pierrette Hénard s'étaient mariés en janvier 1965 alors qu'elle était enceinte d'Éric, leur premier garçon. Viendra ensuite la naissance de Bruno. Lassée par cette vie de couple peut-être un peu trop monotone, Pierrette Méchineau aurait décidé de prendre un amant, presque un secret de polichinelle dans le village de Boutier-Saint-Trojan où tout le monde se connaît. Cet amant est un ouvrier viticole du coin, un certain Maurice Blanchon. Il est brièvement entendu à l'époque par les gendarmes, mais son témoignage ne donne rien. Il ignore tout ce qui a pu arriver à Pierrette et aux Méchineau. Il confirme simplement cette liaison avec une femme mariée. Les enquêteurs acquièrent alors la certitude que Jacques Méchineau était au courant de cette aventure extra-conjugale et que cette affaire le torturait. Son frère, Jean-Paul, confirme que Jacques lui avait confié ses états d'âme. On a discuté entre frères et il m'a dit, tu sais, j'ai un petit souci avec mon épouse, si ça va pas mieux, je vais partir et jamais vous nous retrouverez. On ne pensait pas qu'il soit capable de le faire parce qu'il adorait ses enfants. On peut pas savoir, c'est pas facile. Une amie du couple, Denise Graal, confiera elle aussi des années plus tard l'existence de tensions chez les Méchineau, décrivant un Jacques Méchineau en mari jaloux. Il lui aurait confié que si un jour quelque chose n'allait pas, il disparaîtrait avec toute sa famille. Malgré cet avertissement, cette amie considère que Jacques n'aurait pas touché un cheveu de la tête de ses enfants. Il voulait que son aîné devienne footballeur, dit-elle. Un couple à la dérive. Jacques Méchineau aurait appris qu'il était un mari trompé, un cocu, au début du mois de décembre. Son humeur se serait alors assombrie. Une violente dispute aurait éclaté entre les époux, le mari portant même des coups sur sa femme. Celle-ci l'aurait averti alors qu'elle allait le quitter, refaire sa vie avec un autre homme. Cette séparation, impossible à envisager, devait intervenir au début de l'année suivante. D'autres témoins, les 2 poulains qui avaient un temps loué une maison au couple, décrivent Jacques Méchineau comme un homme très droit qui ne supportait pas la trahison. Un jour, commentant un fait divers dans lequel un homme avait tué sa femme, qui voulait le quitter puis s'était suicidé, il avait dit à Pierrette « Si un jour tu me trompais, je ferais la même chose ». Daniel Bozek, journaliste à Sud-Ouest en ligne ce soir avec nous dans l'heure du crime, est l'un de nos invités dans cette heure du crime consacrée à l'affaire Méchineau. La piste de l'adultère, un coup de sang de Jacques Méchineau, ça peut être le déclic de cette affaire ? Vous avez énuméré les quelques phrases qu'il a rapportées à son entourage. Ça commence à peser lourd. Ces confidences qu'il fait notamment à son frère, c'était quelques mois avant Noël 72, à la Foire Expo d'Angoulême. Et il lui avait dit même plus clairement que si son couple devait exploser, tout le monde disparaîtrait. Très vite, dans les journaux de l'époque que j'ai relus un peu avant l'émission, il est décrit comme jaloux et renfermé. Et effectivement, ça peut être le moteur d'une disparition programmée. Robert Richard, ancien maire de Boutier également ce soir au téléphone de l'heure du crime. Vous partagez ce que dit Daniel Bozek, que ça peut être effectivement le moteur d'une action violente ? Tout à fait, oui. Enfin, on voit pas d'autres problématiques qui auraient pu entraîner une solution aussi radicale, enfin la disparition de cette famille. Donc, d'autant que effectivement, enfin
l'amant de Pierrette, que je connais bien par ailleurs, Maurice, a toujours considéré qu'il aimait cette femme. Et que son départ, vraisemblablement l'annonce de son départ à son mari, est sans doute réelle et a dû faire, effectivement, devait être lié à sa liaison avec Maurice et à leur départ ensemble. Maurice m'a confié qu'il aimait cette femme. Oui, alors ce que vous dites, monsieur le maire, c'est très important parce que Maurice Blanchon, qui est donc à l'époque l'amant de madame Méchineau, c'est pas une petite histoire, donc ce que vous dites, c'est pas une bluette. Ils ont peut-être envie de construire quelque chose ensemble, ça prend forme. Ah, tout à fait. Enfin, Maurice ne s'est jamais caché, enfin auprès de moi tout au moins, ne s'est jamais caché du fait qu'il était très attaché à Pierrette et qu'il ne s'agissait pas simplement, même si on a pu prêter à Maurice une succession d'aventures, mais celle-ci n'en était pas une, quoi. Visiblement, il y avait de l'attachement et la réciprocité semblait exister. Donc ce qui aurait profondément, évidemment, troublé son mari, monsieur Méchineau. Daniel Bozek, on a parlé des premières recherches qui étaient importantes dans la région. Il y avait tout un dispositif qui avait été mis en place, un hélicoptère, des plongeurs, etc. Là, on va s'avancer un petit peu dans les années 80-90. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain dans ces années-là? Pas grand-chose, je crois, c'est ça? Je crois que c'est morne pleine dans les années 80, 90, voire 2000. Il se passe 30 ans sans investigation supplémentaire pour la simple et bonne raison qu'on n'a toujours pas décroché le moindre indice. C'est ça. Et donc, on va tout de même, la justice, la gendarmerie va continuer quand même à avoir un œil sur cette histoire. Je suppose qu'il y a une espèce de veille comme ça qui s'effectue, puisqu'on continue quand même à recevoir peut-être des témoignages ou même des lettres anonymes. Je crois que les gendarmes de la compagnie de Cognac ont toujours mis un point d'honneur à se transmettre ce dossier non élucidé d'une passation à l'autre. Et à défaut d'engranger des nouveaux éléments, l'affaire est dans les têtes oui, c'est ça. Et dans les mémoires. Et d'une certaine manière entretenu au fil des décennies. Oui, et ce que vous dites est très important, Daniel Bozek, parce qu'il y a véritablement une espèce de challenge qui va être se transmettre d'enquêteur en enquêteur, où on va essayer toujours de trouver la vérité. Un petit mot encore, Robert Richard, en ligne ce soir dans l'heure du crime, ancien maire de Boutier. Juste une petite question technique, mais vous allez pouvoir y répondre. Aux yeux du Code civil, l'article 122, vous voyez, je l'ai même noté, les Méchineaux ne sont pas déclarés morts, ils ont été très longtemps inscrits sur les listes électorales. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Hélas non. Moi je le regrette. La municipalité qui m'a succédé a choisi le strict légalisme et a retiré les Méchineaux de la liste électorale. Moi je souhaitais les conserver parce que c'était une marque. C'était une espèce de label. Et puis bon, j'avais coutume en plaisantant de dire s'ils viennent voter, vous me prévenez. Enfin, voilà, ça faisait partie du jeu. Mais je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez à l'instant avec le journaliste sur les recherches. Allez-y. Il est vrai que pratiquement à chaque changement de commandant de brigade, il y a une nouvelle opération Méchineau qui se lance. Et de toute évidence, enfin, je crois que d'une part, il y a la volonté de la part de l'administration judiciaire de ne faire que le dossier ne puisse être jamais refermé, à ce que de manière constante on puisse relancer les fouilles. Et c'est vraisemblablement l'objet des dernières fouilles qui ont eu lieu, où effectivement ça ne semblait d'aucune évidence, mais en même temps ça permettait de maintenir au chaud toujours l'affaire Méchineau. Le temps va s'écouler et la Charente retenir son mystère, jusqu'à ce que, une quarantaine d'années plus tard, l'affaire soit relancée avec de nouvelles recherches, de plus grande ampleur cette fois. L'affaire Méchineau, toute une famille introuvable, assassinat, suicide, accident, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime ce soir, la disparition de la famille Méchineau en 1972, du jamais vu en matière criminelle. 39 ans après les faits, la justice décide de relancer l'enquête à travers une spectaculaire campagne de fouilles.
Fin 2010, le frère et la sœur de Jacques Méchineau, Jean-Paul et Annie, écrivent au procureur de la République d'Angoulême afin de parvenir à régler les modalités d'un héritage bloqué par la disparition. Dans cette lettre, ils expriment aussi le souhait que de nouvelles investigations soient menées. Le procureur de l'époque, Nicolas Jacquet, prend le temps de réexaminer le dossier et propose de procéder à de nouvelles fouilles. Le 22 novembre 2011, des dizaines de gendarmes, appuyés par un hélicoptère, débarquent dans le secteur de Boutier. Une vieille maison abandonnée à Port-Boutier, surnommée la maison fantôme, est fouillée de fond en comble. Un ancien puits de la demeure est exploré. Le terrain est retourné. À Nercillac, les plongeurs de la gendarmerie fouillent un étang isolé, l'étang de la Bime. Les fameuses carrières de Saint même sont à nouveau explorées. Aucune trace des Méchineau ou de leur voiture dans ces 3 sites. Même si cette campagne de fouilles ne donne rien, elle permet pour la justice et la gendarmerie de fermer des portes, comme on dit, et d'éliminer un à un tous les endroits stratégiques qui n'auraient pas été passés au peigne fin. De quoi raviver l'espoir de la famille. Jean-Paul Méchineau est satisfait. Cela nous fait du bien, déclare-t-il alors. Surtout que les gendarmes n'ont pas fait ça n'importe comment. Si ça pouvait aboutir, on pourrait enfin faire notre deuil, sinon on restera dans le néant comme aujourd'hui. Moins d'1 an après les fouilles, le 12 octobre 2012, une étrange découverte fait à nouveau ressurgir le spectre de l'affaire Méchineau. Un chercheur de champignons tombe au pied d'un arbre sur des ossements humains près du hameau de la Férouse, à Coursenac, à savoir les restes d'un individu et la calotte crânienne d'un enfant. Il n'en faut pas davantage pour faire le lien avec la disparition. Le village de Boutier n'est qu'à 22 km de là. Tous ces ossements, jambes, bassins, 7 vertèbres et 2 côtes, sont envoyés à l'IRCGN, le labo scientifique de la gendarmerie. Les experts établissent que les ossements sont ceux d'un enfant qui pourrait être âgé de 7 à 13 ans. Le petit Éric Méchineau avait tout juste 7 ans. Encore plus troublant, les ossements auraient une quarantaine d'années. Malgré ces étonnantes coïncidences, la découverte ne résiste pas à l'examen ADN du laboratoire bordelais de Christian d'Outremepuich. Ces ossements ne sont pas ceux d'un enfant Méchineau. Daniel Bozek, journaliste à Sud-Ouest, est en ligne ce soir dans l'heure du crime. On reprend un petit peu le récit dans l'ordre. Je crois que vous avez assisté à ces fouilles high-tech, comme on peut dire, parce que là, un arsenal technologique important a été sorti, montré par les gendarmes et les enquêteurs. C'est bien ça ? Oui, le procureur et la gendarmerie entendaient mettre à profit les dernières technologies, les technologies dernier cri, pour fermer des portes, comme vous l'avez dit, et je me souviens notamment d'un radar subaquatique dont venait d'être doté l'une des brigades nautiques quelques mois plus tôt. Vous voyez, il s'en est pas fallu de longtemps pour que ce radar soit déployé dans la Charente pour tenter de remonter l'histoire. Radar subaquatique, un scanner aussi, si je me souviens bien, qui a passé au tamis le terrain de cette maison dont vous parliez à Port-Boutier. Une vingtaine d'hommes mobilisés, 2 jours entiers de recherche qui malheureusement se sont avérés vaines. Mais un gendarme vous dira que ce n'est jamais tout à fait vain, puisque l'idée, c'est toujours de fermer des portes. Bien sûr, de fermer des portes, en jargon policier ou gendarmesque, ça veut dire que les pistes, on ferme des pistes qui pourraient s'avérer positives. Daniel Bozek, est-ce qu'il reste encore des lieux à fouiller qui seront peut-être dans la ligne de mire des gendarmes aujourd'hui ? Est-ce qu'on le sait ? Sincèrement, je crois que tout a été fait. Entre les cavités de Saint-Même-les-Carrières dont vous parliez, je me souviens même d'un gouffre qui se trouvait, une résurgence d'eau qui se trouvait à 2 pas d'une église dans un village, au village de Jansac-la-Palue, plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Enfin, on y a aussi placé le fameux radar. Je crois que toutes les résurgences d'eau et puits et autres ont pour le coup été inspectées en Cognacet, c'est-à-dire à 30-40 km à la ronde. Alors, et puis, Daniel Bozek, il y a aussi la découverte de ce squelette qui va faire beaucoup parler. Là, les recherches vont être également négatives ? Vous imaginez, les ossements d'un adulte et d'un enfant, on est à une vingtaine de kilomètres seulement de Boutier, certes en Charente-Maritime, dans le département voisin, mais tout près. Donc
et puis le détail que vous n'avez pas précisé, détail plus, si vous l'avez dit, pardon, le détail plus troublant encore, les ossements qui seraient vieux d'une quarantaine d'années. Enfin, il n'en fallait pas plus pour que les gendarmes s'y mettent. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion qu'ils ont prélevé l'ADN chez les proches des Méchineau, chez le frère et la sœur. C'est à cette occasion qu'il a pu être, recensé et enregistré, et qu'il servira à plusieurs reprises au détour lors de l'enquête, découverte d'ossements. C'est assez étonnant ce que vous dites, Daniel Bozek, parce que moi je pensais que cet ADN il avait déjà été prélevé. Il a été prélevé finalement très tardivement. On l'a dit, pendant 10, 20, 30 ans, il n'y avait pas matière à fouilles et enquêtes supplémentaires. C'est l'occasion qui fait le larron, si j'ose dire. Et pour le coup, ces ossements, un adulte, un enfant, comment passer à côté de l'ADN des Méchineau? Donc les gendarmes ont fait le lien opportunément. Robert Richard, un petit mot. Je suppose que lorsqu'il y a ces recherches en 2012, là c'est un véritable espoir dans la région, non? On a l'impression que ça va redémarrer. On y croit sans malgré tout trop y croire, quoi. Parce qu'effectivement, pourquoi tout d'un coup 2012? Alors même avec des nouveaux moyens techniques, c'est vrai que à l'époque le colonel de gendarmerie, semblait assez sûr de lui, et des nouvelles technologies mises en œuvre. Bon, certes, ça a permis de découvrir d'autres choses, mais pas forcément en lien avec les Méchineau. Donc je pense qu'effectivement l'idée que se faisait l'opinion par rapport à ces recherches, c'est signe que c'est relancé, qu'on ne sait pas où ils sont. Imaginez dans le village la vox populi qui sans arrêt est en train de tisser des plans sur la comète, et chaque fois qu'il y a un mouvement de gendarmerie qui repart à relancer les Méchineau, toutes les supputations ont lieu. L'affaire Méchineau est décidément bien partie pour rester un cold case, une affaire non classée, à moins qu'un jour ou l'autre, une surprise surgisse dans le dossier qu'on croit enterré, mais qui va désormais refaire surface sur les terres de l'ancien amant de Pierrette Méchineau. L'affaire Méchineau, pourra-t-on lever le mystère de cette disparition hors norme? L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Méchineau. Presque 50 ans que cette famille de Charente s'est évaporée sans laisser la moindre trace. Un cas unique dans la chronique criminelle. Au printemps 2020, les gendarmes sont à nouveau à pied d'œuvre à Boutier-Saint-Trojan. Une cave est fouillée dans une vieille maison située dans une impasse, sans succès. Les gendarmes vont ensuite concentrer leur attention sur Maurice Blanchon, 75 ans, l'ancien amant de Pierrette Méchineau. Il est interrogé sur la disparition, mais répète, comme il l'avait fait une quarantaine d'années auparavant, qu'il ne sait rien. Les gendarmes creusent à la pelleteuse un terrain que possède Maurice Blanchon près du fleuve. Il confie alors à la Charente Libre que les enquêteurs ont perquisitionné chez lui à la recherche d'une lettre que lui aurait écrit sa maîtresse. L'intéressé dit encore se souvenir des derniers mots de Pierrette alors qu'elle avait reçu des coups de son mari. 2 jours avant la disparition, elle avait tenté de rassurer son amant en lui disant « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas ». Recherche infructueuse, absence de faits nouveaux, piste chargée de promesses qui s'évanouissent. Jean-Paul, le frère de Jacques Méchineau, a perdu espoir de retrouver son frère vivant. Maintenant, avec les années passées, nous on avait supposé qu'il était parti à l'étranger, mais maintenant, je pense que il n'y a plus rien à espérer, quoi. Mon sentiment, je vous dis, moi, au départ, c'était la disparition parce qu'il avait fait plusieurs voyages en Australie. On pensait qu'il était parti là-bas, mais maintenant, mon sentiment, moi, je pense que c'est tout disparu, quoi. Je pense qu'il a, il a cessé la vie de son épouse et de ses enfants, et de la sienne d'ailleurs. Parce que il s'était rendu compte, que ma belle-sœur avait couché avec un autre homme, et là, il supportait pas, quoi. Il était assez orgueilleux. De toute façon, nous, on était assez liés. Nous, on était les 2 derniers garçons, hein. Nous, on était assez liés. On avait pas mal de communication. Je pense que, il communiquerait. Avec les années, je vous dis, je pense que on le verra plus jamais, quoi. Si les faits sont prescrits, une information judiciaire sur l'affaire Méchineau est toujours ouverte au parquet d'Angoulême. À ce jour, des dizaines de gendarmes et de magistrats ont successivement ouvert le dossier Méchineau avec l'espoir de faire jaillir la vérité. Mais malgré leurs efforts, aucun d'eux n'est parvenu à trouver la clé de l'énigme de la nuit de Noël 1972.
Daniel Bozek, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, journaliste à Sud-Ouest. Alors, il y a eu ces dernières fouilles, elles sont tout à fait récentes, elles sont du mois de juillet. Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose, ou bien c'est à nouveau une porte qu'on a refermée? Les gendarmes apparemment n'ont retrouvé qu'une vieille carabine. Ils étaient en quête de cette prétendue lettre que Pierrette aurait adressée à son amant. Ils sont repartis bredouille. Il n'empêche que ce qu'il y a de différent avec les enquêtes précédentes, c'est que le parquet a ouvert une information judiciaire, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a repris l'enquête en main. Et ça, c'est le gage d'éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux, moi, je ne les connais pas. Je ne travaille plus en Charente. Ils sont pas en ma possession. Mais ils seraient dus à des renseignements anonymes. C'est ce dont Charente Libre s'était fait l'écho l'été dernier. C'est effectivement ce qui se dit, en tout cas dans les milieux de l'enquête, comme on dit, les milieux bien informés, c'est que ce sont en fait des renseignements anonymes. Un corbeau qui aurait donné quelques renseignements et qui donnerait comme cela des pistes qui sont à explorer. Robert Richard, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Vous confirmez, il y a toujours des témoignages anonymes qui peuvent parvenir comme cela aux enquêteurs? Oui. Quand vous évoquiez les perquisitions chez Maurice Blanchon, j'ai moi-même été interrogé longuement par la gendarmerie. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient savoir, les gendarmes? Et en fait, on m'a même à un moment annoncé que sous le prétexte d'une lettre anonyme, il y a donc une lettre anonyme qui a informé la gendarmerie de différents rebondissements, et dans ce courrier, il était notamment, il pouvait être précisé que du côté donc de là où ont lieu les fouilles, ils puissent y retrouver un véhicule et des cadavres. Enfin, on est complètement dans le charlatanisme là. Et ce courrier anonyme est un des éléments qui permet de relancer l'enquête, qui a permis de relancer l'enquête et d'engager des fouilles. Et je vous dis, j'ai moi-même été longuement interrogé par la gendarmerie sur y compris ce que je pouvais savoir, me demandant même concrètement si Maurice Blanchon pouvait avoir tué la famille Méchineau. Ah oui. Donc c'était une hypothèse qui pouvait être envisagée. Oui, mais ce que j'ai dit, de mon point de vue, c'est complètement impossible. Je connais évidemment votre sentiment et votre réponse, mais alors vous parlez de Maurice Blanchon, vous le connaissez bien et vous avez souvent discuté avec lui. J'ai lu, je crois que c'est dans la Charente Libre, qu'il avait affirmé que avant la disparition, Méchineau était allé voir un camarade avec qui il était au service militaire en Vendée et qu'on n'avait pas creusé cette piste. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire? Oui, alors je suis au courant parce que Maurice m'en a parlé. Voilà. C'est ça. Et alors, il vous a dit simplement que c'était troublant, quoi. Voilà. Il a dit je comprends pas pourquoi la gendarmerie n'est jamais allé plus loin sur cette éventualité, sur cette piste, quoi. Voilà. Daniel Bozek, est-ce qu'il y a, vous avez dit, il y a une information judiciaire et c'est une information importante parce que effectivement vous l'avez rappelé, il y a un juge d'instruction qui est désigné, c'est-à-dire que l'affaire elle le vit pleinement. Est-ce que s'il y a des opérations qui vont être lancées encore, c'est possible, de nouvelles fouilles, de nouvelles vérifications? Vous m'en demandez beaucoup. Je crois que jamais assez. Je crois qu'ils ont marqué le coup cet été. Monsieur le maire, Monsieur Richard vous l'a dit, ils sont revenus bredouille. J'avoue que je suis un peu perplexe sur ce qui peut sortir d'une dénonciation comme celle qu'il décrit. Oui, tout à fait. Et alors, je vais vous demander une question un petit peu cash, Daniel Bozek. Quel est votre sentiment, vous? Et puis je poserai la même question ensuite à l'ancien maire de Boutier. Quel est votre sentiment sur cette affaire? Vous pensez que c'est tout simplement par dépit amoureux, quelqu'un qui a envoyé toute sa famille au fond de la Charente ou ailleurs d'ailleurs? En fait, moi, je me risque pas à spéculer, mais ce que je retiens de cette affaire qui nous réunit ce soir, qui nous intrigue, c'est que derrière, il y a une famille, il y a des gens qui vivent encore et pour qui Noël ne sera jamais tout à fait une fête. Ouais. Pour qui Noël, c'est d'abord l'histoire d'un deuil impossible. Enfin, vous vous rendez compte que
tout nous échappe dans cette histoire à partir du moment où la famille Méchineau passe le perron de la porte des gens chez qui ils ont réveillonné. Enfin, c'est vertigineux. Hein, c'est vertigineux, c'est le bon terme, Daniel Bozek. C'est effrayant et c'est spectaculaire. Et vous avez bien raison de souligner la peine et la détresse de ses proches, parce qu'on est vraiment là au cœur de ce dossier et de cette espèce d'horrible suspense. Robert Richard, ancien maire de Boutier, vous m'avez intrigué tout à l'heure parce que vous m'avez dit la vérité, elle est peut-être pas chez nous, en Gironde, elle est peut-être un peu plus loin, ailleurs. Quel est votre sentiment ce soir sur cette affaire ? Moi, mon sentiment, enfin, en dehors du fait que je partage tout à fait l'analyse de M. Bozek sur la peine et le chagrin, mais je pense qu'ils sont tous morts. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir des vivants. Et compte tenu du laps de temps entre le lancement des premières recherches et le départ de Méchineau de sa famille, le soir de Noël, il pouvait encore aller relativement loin. Donc, se cantonner aujourd'hui simplement dans le secteur, alors certes, on peut dire que c'était le secteur qui connaissait le mieux. Mais il n'empêche que, et tant qu'à la possibilité qu'il puisse être à l'étranger, moi je rappelle simplement que à cette époque, en 72, on ne quittait pas la France comme ça avec une carte de pêche, quoi. C'était pas il fallait pour les véhicules des cartes vertes, il fallait surtout quand il y avait des enfants dans un voyage à l'étranger, donc c'était absolument pas possible. Et puis d'autant qu'il n'y a pas de ligne directe pour une Simca en sang entre l'Australie et le continent. Merci beaucoup Robert Richard, ancien maire de Boutier, et puis merci beaucoup à Daniel Bozek, journaliste à Sud-Ouest. Vous étiez tous deux ce soir en ligne, en direct dans l'heure du crime. Vous étiez les invités pour le dossier du soir, la disparition de la famille Méchineau, fascinant feuilleton criminel qui dure depuis 48 ans. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime. Pour écouter RTL au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin, et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL. RTL, toujours avec vous.